parle-nous de ton parcours. Oui. Titulaire maîtrise en physiothérapie, diplôme en droit de la santé, entrepreneur. Qu'est-ce que c'est ça, cette espèce de mix-là? Donc, c'est ça, moi, au départ, quand j'ai commencé mes études, je pensais vouloir devenir professeur, chercheur et clinicienne. Donc, faire bac, maîtrise, doctorat en physio, j'avais eu des expériences dans le domaine de la recherche et tout ça. Puis après avoir fini mes 4 ans et demi d'université pour être physiothérapeute, je me suis levée un matin et je me suis dit, ouais, c'est pas tout à fait ça que je veux faire dans la vie, je ne veux pas être physiothérapeute. Fait que là, vous imaginez une petite crise existentielle à dire qu'est-ce que je fais de ma vie. Et là, la vie m'a amenée à Sherbrooke pour commencer un diplôme en droit et politique de la santé. En commençant en première section, j'ai fait le droit, c'est pas tout à fait pour moi non plus. Deuxième crise existentielle en dedans d'un an, on s'entend que des fois ça achète un petit peu les gens. Et c'est là j'ai eu une belle conversation avec un de mes amis qui me dit, il me semble que je te verrais comme partir de ton entreprise. Il me semble que je te verrais créer tes choses, avoir ton café, t'aimes jaser avec le monde, t'es créatif. Je te verrais partir ça. Et là, moi, j'ai reçu cette idée-là, puis ça a résonné super fort dans moi, puis je me suis dit, mon Dieu, c'est excellent. Effectivement, je pourrais partir mon café, créer ma communauté, jaser avec les gens, puis je pourrais mettre de l'avant justement mes valeurs et ma couleur. En quoi ce que tu as vécu, appris dans le milieu académique, a contribué à, OK, là, on part d'une entreprise, from scratch? Oui, bien c'est sûr que j'avais eu justement des expériences en recherche. Donc, toute cette espèce de rigueur-là qui est liée au monde académique, de partir un projet de recherche, je dis, je pars avec des hypothèses, il faut que je les valide. Ça me donne des résultats, j'analyse, puis après, bon, on en discute, puis bon, on fait une conclusion à tout ça. Toute cette réflexion-là de rigueur, de persévérance, j'ai pris ça, puis quand je suis venue pour écrire mon plan d'affaires, je l'ai transféré directement dans l'entreprise. En fait, ça m'a vraiment amené l'espèce justement de rigueur, de dire, je veux partir un projet de recherche, ça ne se passe pas de même, ça peut se partir sur le point d'une table, une table un peu plus grande, un peu plus de structure. Donc, ça a amené tout ça. Puis la formation en physiothérapie avait amené tout ce qui était contact avec les gens, empathie, capacité à rentrer en relation également. Et comme toute bonne entrepreneur, je suis convaincu que tu as posé des hypothèses, tu as défini ton marché, tu es allé valider avant de te lancer. Oui, mais tu vois, à cette époque-là, la validation a été plus ou moins faite. Comme je venais vraiment du monde académique, je m'étais dit, si ça marche en théorie, ça va marcher en pratique. C'est là où il y a eu un petit « ah, pas tout à fait ». J'avais fait une formation quand même en entrepreneuriat pour pouvoir monter mon plan d'affaires. Et j'avais écrit un super beau plan d'affaires, 96 pages, j'avais 3-4 pages de bibliographie, super bien référencée, mais je n'étais jamais allée valider sur le terrain, voir est-ce que je répondais vraiment à un besoin. Donc, j'étais à partir de ma tête, l'idée était bonne, j'ai fait un petit sondage sur Internet. Les gens étaient comme, oh, oui, ça a l'air le fun ton projet, café végétalien et tout ça. Mais ensuite, quand j'ai ouvert le Virtuose, après 2 semaines d'ouverture, j'ai réalisé que les gens, en fait, dans ce coin-là, ils ne voulaient pas avoir un café avec des ateliers, des conférences. Ils voulaient avoir un restaurant où ils pourraient manger des repas relativement rapidement sur l'heure du midi. En fait, ça répondait à un besoin de professionnels qui cherchaient un resto rapide, santé, pour le dîner. Et je veux dire, cette idée-là, l'ouverture, tu le vis comment? Bien, l'ouverture, je dirais la première semaine, je me suis dit, il faut que je me rende à Noël. J'ai ouvert le 27 septembre et là, ça a été complètement, quand tu te dis, OK, c'est parfait, je vais ouvrir de 8h à 6h, le close, j'avais déjà travaillé un peu en restauration, ça va me prendre 1 heure et tout ça pour faire la vaisselle, passer la mop et tout. Puis là, tu te dis, en théorie, c'est ça que c'est censé être. Puis là, tu finis ta première journée d'ouverture et là, tu as de la vaisselle à la plonge à n'en plus finir. Il n'y a rien qui a été ramassé. Et là, tu te retrouves à minuit en train de laver la toilette, puis tu finis de passer la mop. Tu te dis, OK, il y a vraiment un gap qui se passe entre ce que je m'étais imaginé et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Fait que la première semaine d'ouverture a été un petit peu chaotique, mais un beau chaos qui a amené des belles réalisations par la suite. L'expérience du démarrage, 3 ans de vie active en entreprise, comme chef d'entreprise, tes apprentissages principaux. Oui, je te dirais, un des premiers apprentissages, ça a été vraiment de développer une agilité. Il y a des gens que je connais ici qui ont des projets entrepreneuriaux. Moi, je te dis, je venais du monde académique, puis j'étais bien, en théorie, j'étais tout le temps bonne. Quand tu fais tout planifier, même au cégep, j'aimais ça, les problèmes qu'on faisait en physique, en chimie, où il y avait une bonne réponse. Tu travaillais, puis à un moment donné, tu arrivais à ça, tu avais la bonne réponse, tu avais 100% à l'examen. C'était noir ou blanc. Et là, quand j'arrive en entrepreneuriat, où c'est seulement des ondes de gris, puis même un arc-en-ciel de couleurs,
surtout en restauration, il peut y avoir tellement de choses qui arrivent dans une journée. Tu as un employé finalement qui donne sa démission, tu trouves quelqu'un pour le lendemain, ton lave-vaisselle vient de briser, tu répares le lave-vaisselle pour le lendemain, il y a un dégât d'eau, ou finalement, la veille, tu n'avais personne dans ta salle à manger, tu te dis, je vais faire moins de bouffe, puis le lendemain, ben, c'est plein à craquer. Fait que c'est vraiment cette capacité-là à être capable de développer une agilité, à dire, ben, je reste dans le moment présent le plus possible, puis je vois comment je suis capable de faire avec ce qui se passe maintenant. Et pour le bénéfice des gens présents dans la salle, comment as-tu vécu les obstacles du quotidien face à tes idéaux, qui étaient d'ouvrir un café végétalien pour l'environnement, pour le social? Ouais. Comment tu as réussi à conjuguer les deux? C'est une bonne question. Ça prend pas que quelqu'un me pose cette question-là. C'est super intéressant, mais je pense qu'à un moment donné, ça a pris un bon moment. Je te dis, j'étais restée assez attachée à cette idée-là de base. Puis à un moment donné, il a fallu que je lâche prise d'une certaine façon, puis que je me dise, bien, qu'est-ce que cette place-là m'apporte? Bon, là, je pensais que ça allait être plus un café, les gens venaient prendre un petit dessert, un café, jaser, puis ça a viré plus en resto. Avec justement un roulement sur l'heure du dîner. Il y a Florence ici qui a été mon employé qui l'a vécu avec moi. Ou quand ça roulait. Mais ce que j'ai repris le plus de cette expérience-là, c'est tous les contacts que j'ai eus avec les beaux êtres humains qui ont participé. Donc, au-delà de l'idéal, de la forme que ça avait, tu sais, je voulais un café, c'est devenu un resto, ça a été toutes les conversations, toutes les conversations que j'ai eues avec mes employés à la plonge, ou quand on s'assoyait et qu'on prenait un verre de kombucha à la fin de la journée, quand ça roulait, puis on était comme, moi j'étais plus au service, puis on arrivait en cuisine, puis on disait, OK, gang, comment on peut vous aider? Toute cette convivialité-là, cette familiarité-là, c'est ça qui me nourrit le plus. Donc vraiment les rapports humains, au-delà de l'idéal que j'avais de créer justement un café végétalien, tout ça. Ouais. Après l'expérience du virtuose, retour dans le milieu académique. Oui, c'est là qu'on s'est retrouvés d'ailleurs. C'est là qu'on a fait connaissance, exactement. Et ton rôle va être d'accompagner des projets entrepreneuriaux. Oui. On t'écoute. Oui, mais c'est ça, c'est sûr que là, on s'entend, je venais du monde académique. Là, j'ai eu l'expérience entrepreneuriale, fait que j'ai vraiment vécu l'espèce de fossé entre la théorie, ce qui se passait dans ma tête, comment tu vis au quotidien. Puis là, quand je suis arrivée justement à l'université, faire plus coaching entrepreneurial, bien, c'est là où tu dis, OK, comment, oui, il y a de la théorie parce qu'il y a le bac en entrepreneuriat à l'université, il y a quand même de la théorie quand tu pars une entreprise, la fiscalité, il y a des choses légales et tout ça, mais il y a des choses qui se vivent seulement sur le terrain. Justement, quand tu arrives et tu as signé un bail commercial, bien, comment tu deals avec le propriétaire du local, avec les avocats, quand tu dois embaucher des employés, quand des fois, il faut que tu congédies malheureusement les employés. Quand tu as des enjeux avec les fournisseurs. Fait que toute cette expérience-là de terrain amène, quand on fait du coaching, amène une expérience de vie, en fait, qu'il n'y a aucun livre qui va pouvoir te dire, ils peuvent te donner une marche à suivre sur comment congédier un employé quand ça ne va pas du tout. Fait que quand tu arrives pour le faire, tu as le cœur qui pompe, puis là, tu es rouge, puis tu ne te sens pas bien. Bien, c'est seulement l'expérience terrain qui va t'amener à ça. C'est vraiment ça que ça va. Et cette aventure d'accompagnement entrepreneurial, tu l'aimes à poursuivre? Mais là, tu vois, Claude-André, j'ai commencé à faire la paix avec le fait d'être entrepreneur cet été. Ouais. Même quand j'avais le resto, les gens disaient « Wow, t'es entrepreneur! » Je disais « Non, c'est pas vrai. J'ai une entreprise, je ne suis pas entrepreneur. » Quand je suis retournée travailler à l'université, je me dis « Yes, enfin, un salarié, un salaire qui rentre aux 2 semaines, stabilité d'emploi. » Cet été, j'ai fait « Émilie, tu es entrepreneur dans l'âme. Je suis quelqu'un qui a plein de projets tout le temps. » Qui a envie de mettre ça en place, c'est de dire, bon, ben dans le fond, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée, qui a un idéal, qui a quelque chose qu'il veut matérialiser et qui utilise l'entrepreneuriat comme moyen. Comme il y a d'autres moyens qui existent aussi. Mais moi, c'est l'entrepreneuriat que j'utilise comme moyen pour mettre au monde ces idées-là. Donc, maintenant, je peux dire, oh, et pas, je suis entrepreneur. Je l'assume. Comme exemple! Pour le bénéfice des auditeurs, ouais. des spectateurs, on est live. Trop d'enseignements en ligne depuis 2 ans, mais vous me pardonnerez. Les prochains projets? Prochain projet. Hey, là, c'est ma plug. C'est beau. Oui! Yes. Oui, donc le Virtuose a fermé en mai 2019. Et là, ça faisait 2 ans que le projet de faire le livre de recettes était dans ma tête. Il s'est densifié finalement cet automne. Donc, le livre de recettes sortira sous peu en décembre pour ceux qui sont intéressés, ceux qui ont connu le projet et autres.
Fait que là, je me concentre là-dessus, puis je laisse incuber le reste. Moi, j'ai comme des accouchements simultanés. Fait que le reste sortira en temps opportun. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Merci Émilie. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient des questions pour Émilie dans la salle? Oui, oui. En fait, tu parlais au début que le projet est né d'un de tes amis qui t'a amené vers là. Quand tu as finalement décidé d'abandonner ce projet-là, est-ce que tu avais encore cet ami-là en pensée et en disant comme j'ai pas réussi à atteindre ce que lui il voulait que je fasse un peu? Intéressant. Mais je te dirais, cet ami-là a vraiment eu, un peu, c'était le semeur de graines. Fait une fois qu'il a semé la graine, bon, il a commencé à avoir des racines, il y a une tige qui a poussé, tout ça. Puis lui, il m'a aidé dans l'accompagnement au niveau de plus opérationnalisé par la fameuse structure et découpage de projet. Oui, je pense à toi, Vincent Daniel, la fameuse SDP qu'on voit à l'école. Donc de vraiment faire, donc de mettre toutes les étapes en place pour mettre le projet. Donc, il m'a aidé là-dedans, mais une fois que ça a été fait, il a comme lâché. Il a dit, c'est correct, tu as une tige, tu as des feuilles, c'est à toi de faire tes fleurs, de faire tes fruits. Fait que quand je suis arrivée pour finalement finaliser le projet parce que j'étais rendue ailleurs dans ma vie, ben lui, il a fait, ben, c'est ça que tu veux, parfait. Il a vraiment été. Des fois, c'est ça qui arrive, les messages viennent par d'autres mondes, par des amis, c'est une bonne idée, il va le faire. Fait qu'il a été vraiment ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'auditoire? Non? Ben, s'il n'y en a pas, je vais encore une fois vous demander de remercier Émilie pour cette super présentation. Je remercie pour l'envie d'accepter la dernière minute tellement. Avec plaisir. Très bel échange en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va accueillir notre deuxième présentateur sans plus tarder, Samuel Carbonneau, qui est donc étudiant à la maîtrise en fiscalité et auxiliaire de recherche à la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Et Samuel, il a un souhait, c'est éduquer le public sur des moyens concrets de tendre vers une société plus égalitaire. Et tout ça grâce à la fiscalité, de très belles valeurs ici. Bienvenue Samuel, et j'invite tout le monde encore une fois à donner une bonne main d'applaudissement. Bonjour tout le monde. Moi, ce soir, je vais vous parler des mensonges qu'il y a derrière votre taux d'imposition qu'on vous donne. Donc, on a probablement tous déjà entendu à un moment donné dans nos vies quelqu'un dire « Oh non, je ne prendrai pas mon augmentation de salaire, ça ne sert à rien, je vais changer de palier d'impôt, puis l'impôt va tout me la manger. » Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il y a un fond de vérité? Puis, qu'est-ce qu'on veut dire par changer de palier d'impôt? Donc, l'impôt, comment ça marche au Canada, c'est qu'après une certaine tranche de revenus, on va se faire imposer à 25 %, puis ensuite une tranche supérieure qui va se faire imposer à 37 %, puis etc. Puis ça continue comme ça. Mais le revenu qu'on avait fait avant n'est pas ajusté. Dans le fond, ça marche avec le graphique que je vais vous montrer. Donc, c'est un graphique très laid et un petit peu difficile à comprendre. Donc, de la manière que ça fonctionne, je vais vous faire une analogie avec des tartes. Fait on imagine que la première tranche, ici, ça, entre 0 et 50 000, c'est ma première tarte. J'ai travaillé pour la gagner. Puis le gouvernement va venir me dire, OK, ta première tarte, on va en prendre 27 %. Good. Puis là, l'année suivante, je travaille encore plus fort, puis on me donne droit à une deuxième tarte. Fait entre 50 000 et 100 000 ici, environ. Mais là, le gouvernement me dit, OK, mais là, tu as deux tartes. Là, fait que la deuxième, on va t'en prendre 37 %. Mais il n'a pas ajusté ma première tarte que j'avais gagnée à 27 %. J'ai encore le trois quarts de ma tarte à moi. Puis, les taux d'imposition vont augmenter comme ça avec les revenus jusqu'à ma cinquième tarte à peu près. Mais là, le gouvernement va dire, tu as 5 tartes, tu ne mangeras pas ça toi tout seul, fait on va t'en enlever la moitié. Puis de toute façon, tu as déjà plein d'autres tartes que tu as plus que la moitié, tu n'en as pas besoin. Sauf que, là, je ne serais pas en train de faire une présentation ici si ce n'était pas le cas, ce graphique-là ne représente pas du tout la réalité. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une notion qui n'est pas incluse là-dedans, qui est le coût d'opportunité. Un coût d'opportunité, c'est quoi? En termes très simples, c'est un montant qui est relié à un choix qu'on a fait ou un changement de situation. Un exemple qu'on donne,
à l'école de gestion, souvent dans un cours d'économique, bien nommé de base, c'est si j'étais malade aujourd'hui, j'avais décidé de caler malade au lieu d'aller travailler. L'argent que je n'ai pas fait aujourd'hui en n'allant pas travailler, c'est un coût d'opportunité. C'est on appelle ça aussi peut-être un manque à gagner. C'est de l'argent que je n'ai pas reçu. Comment est-ce qu'on peut inclure cette notion-là de coût d'opportunité dans le graphique que je vous ai montré tantôt? Bien, ici, entre en scène, Claude Laferrière, qui est une espèce de crinqué, qui a décidé depuis 1999, avec l'aide de Francis Montreuil, de calculer pour pratiquement toutes les situations possibles de quoi ça aurait l'air, le taux d'imposition réel, si on prenait en compte les coûts d'opportunité, des crédits d'impôt pour les gens à plus faible revenu qui se font enlever à mesure que le revenu augmente. Ça ressemble à ça. Donc, c'est un peu impressionnant. Les graphiques qu'on a là ici, c'est gradué à coût de 1 000 $. Ça commence à 20 000 ici. La ligne rose, c'est comme le graphique que je vous ai montré tantôt. Et la ligne bleue, c'est ce qui représente la réalité. Puis c'est gradué jusqu'à 100 %. C'est un petit peu inquiétant de voir un taux d'imposition de 100 %. Donc, ce qui arrive, dans le fond, c'est vraiment que plus on gagne de revenus, plus que les crédits qui nous sont disponibles vont diminuer. Puis, ce que ça fait, c'est qu'au final, pour un 1 000 $ que je vais gagner de revenus, je vais peut-être perdre un équivalent de 950 $. Puis, Claude Laferrière a fait ça à toutes les années depuis 1999 pour plusieurs situations. Donc, ici, on a un couple avec les 2 personnes qui travaillent, 3 enfants et des frais de garde, ça ressemble à ça. Un couple avec 2 personnes qui travaillent, 3 enfants sans frais de garde. Vous voyez, on est au-dessus du 100 %. Ça, c'était en 2011, ça ne fait pas si longtemps, ça fait seulement 10 ans. Ici, on a une personne monoparentale, est moins pire que les 2 autres que je vous ai montrés précédemment. Mais ça, il faut garder en tête que les 2 autres, c'était des couples. Celle-là, c'est une seule personne qui prend en charge ce 85 % d'impôt-là, quand il est à environ 30 000 $. Là, les chiffres sont un peu flous. Puis, 2014 encore plus récemment, un couple à 2 revenus avec 2 enfants, un petit peu des situations similaires. Il y a vraiment ça, il y a à peu près une vingtaine de possibilités, là, retraité, monoparental, célibataire, 2 enfants, 1 enfant, 3 enfants, etc. Mon vieux mononcle au party de Noël qui m'a demandé là, si ça valait la peine de prendre son augmentation de salaire, est-ce qu'il avait raison? Comme la plupart des questions en fiscalité, la réponse c'est Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il faut se souvenir, il faut enlever les lunettes d'académique puis de chercheur en fiscalité, puis se rappeler qu'un 100 % dans le graphique que je vous ai montré, ça veut seulement dire un break-even. Ça a l'air inquiétant, mais dans le fond, un 100 %, si je reçois 1 000 $, je vais donner 1 000 $ et je vais être à mon point de départ. Ça a l'air ça n'a pas l'air d'un choix judicieux de prendre une augmentation de salaire dans ce contexte-là. Mais il faut penser que quand tu demandes une augmentation de salaire, bien, ta prochaine augmentation de salaire va valoir plus la peine. Puis aussi, il faut penser au fait que si on change d'emploi, d'avoir un plus gros salaire déclaré, ça te permet aussi de négocier un meilleur salaire à ton prochain emploi. Tu peux dire, au lieu de dire je gagnais 35 000 à mon ancien emploi, je gagnais 40 000, même si le résultat au niveau fiscal était le même que si tu gagnais 35 000. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait? Est-ce que la réflexion s'est enclenchée pour essayer de régler ce problème-là? Bien, oui, quand même, il y a des efforts qui ont été faits. Il y a eu une commission d'enquête sur la fiscalité québécoise qui a essayé de trouver des alternatives et de proposer des idées pour essayer de régler le problème. C'en est venu à une mesure, parmi plusieurs autres, qui s'appelle le bouclier fiscal. Qu'est-ce que c'est le bouclier fiscal, à part d'avoir un nom vraiment cool? C'est une mesure d'aide pour essayer d'encourager les travailleurs à chercher des emplois qui sont plus payants, même s'ils perdent leur crédit. C'est seulement disponible au Québec et c'est seulement ciblé sur le crédit, je ne me souviens jamais du nom,
le crédit pour frais de garde et la prime au travail, qui est un crédit qui est disponible pour les gens qui ont un petit peu moins de revenus. Vous n'en rendrez probablement pas compte si vous le perdez. Mais dans le fond, ce crédit-là va venir voir vos déclarations d'impôts précédentes, puis comparer votre revenu de cette année avec la précédente, jusqu'à la concurrence de 4 000 $. On va dire, OK, on va réajuster ces crédits-là comme si tu faisais 4 000 $ de moins de salaire. Donc, ça va venir un petit peu contrecarrer l'effet néfaste qu'on a vu dans les graphiques que je vous ai montrés. Donc, est-ce que ça a fait une différence? Je vais comparer les graphiques que je vous avais montrés avec la situation en 2020. Là, en 2020, il a rajouté des lignes rouges pour démarquer le 50 % et le 75 %. Le 100 % est toujours en haut. Puis, il commence à 30 000 au lieu de commencer à 20 000. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dans la tendance, c'est un petit peu plus bas. On peut voir qu'on est ici à 90, puis en 2009, on était à 95. Pour l'autre situation que je vous l'avais montré, qui dépassait le 100 %, on peut voir qu'on a descendu à peu près presque 85 %. Quand même une très bonne amélioration, presque 20 % de diminution. Puis, on reconnaît un petit peu le même pattern avec toutes les autres situations. Il y a vraiment une réduction marquée. Sauf que là, on se rend bien compte que 75 %, 80 %, 95 % d'impôts, ça n'a pas de bon sens, puis il y a quand même un problème. C'est comme si on avait juste mis un plaster sur le problème. Fait qu'il y a des solutions. Je vais vous présenter 3 solutions ce soir. Les solutions pour essayer de contrer ce problème-là, ça repose beaucoup dans le fait d'égaliser le rythme auquel on enlève ces mesures d'aide-là ou de simplement ne pas les enlever du tout. D'où les 2 solutions majeures que je vais vous parler ce soir. Le revenu minimum garanti et l'impôt négatif. Puis, une autre solution qui est encore une solution bandée, qui est de décaler les plafonds des crédits. Donc, un revenu minimum garanti, c'est très simplement un montant d'argent que chaque citoyen qui peut payer des impôts au Canada va recevoir inconditionnellement de ses revenus. C'est un salaire minimum de base, un revenu universel garanti, appelez ça comme vous voulez, c'est basically toute la même affaire. Donc, mettons que le gouvernement déciderait de dire que chaque citoyen québécois va faire 20 000 $ par année, mais ce serait ça le revenu minimum garanti. Ce que ça a comme avantage, c'est que c'est très simple au niveau administratif, c'est très simple à gérer. Tout le monde l'a. Même les gens qui font 50 millions vont l'avoir. Ça n'a aucune importance. Sauf que, comme vous pouvez l'imaginer, 7 millions fois 20 000 $ par année, ça coûte extrêmement cher. Fait qu'il faudrait couper ailleurs, enlever des crédits d'aide à des personnes particulières, comme mettons des crédits pour les personnes handicapées ou des choses comme ça. Puis, il faudrait aussi peut-être augmenter les impôts, là, ça ne plairait pas à tout le monde, ça devient très politique. L'autre solution, ce serait l'impôt négatif. L'impôt négatif est un petit peu plus complexe, mais dans le fond, c'est un seuil en dessous duquel personne pourrait être. Ce que je veux dire par là, c'est que, admettons que le gouvernement déciderait de placer ce seuil-là à 30 000 $, bien, en dessous de 30 000 $ ici, là, il y aurait un remboursement qui serait proportionnel avec le revenu qu'on reçoit de notre employeur. Fait que, mettons que, je dis, le seuil, c'est 25 000 $, mais un citoyen ne pourrait pas faire en dessous de 25 000 $ par année. Puis, s'il y avait un emploi qui payait 15 $ de l'heure, bien, le gouvernement lui enverrait en crédit d'impôt la différence entre le 15 $ de l'heure et le 25 000 $ par année. Ce que ça a comme avantage, c'est que c'est moins cher et c'est quand même très équitable. Ça permettrait de fixer un seuil plus élevé parce que ce n'est pas tout le monde qui y aurait droit. Sauf que c'est énormément de fardeau administratif, de tout évaluer les salaires de tout le monde, puis de voir qui est-ce qui y a droit, puis de tester les ressources de chacun. Puis, si on revient à ma dernière solution, dans le fond, il y a des articles qui sortent en même temps que les recensements qui évaluent le revenu viable, qui est dans le fond pas le seuil de la pauvreté, mais qui est un revenu
qu'on devrait avoir pour permettre à tout le monde de vivre sans stress financier, puis d'être capable de s'acheter tout ce qu'il a besoin de s'acheter et de vivre dans le confort. Ce revenu viable-là, dans les dernières études, la dernière que j'ai lue, c'était à Vancouver, était évalué à environ 38 000 $. Le problème avec les crédits d'impôt au Québec et au Canada, c'est qu'il y en a plusieurs qui commencent à diminuer à partir de montants en dessous de ce revenu viable-là, mettons 25 000 $, 20 000 $, ils vont commencer à diminuer, puis souvent, ça diminue à 1 $ pour 1 $. Fait qu'il n'y a pas assez d'aide pour se rendre à ce seuil-là de revenu viable. Donc, la solution, ce serait de déplacer ces plafonds de crédit-là pour qu'ils soient au-dessus de ce revenu viable-là, puis que le monde soit capable de se sortir d'une situation de faible revenu tout en profitant de l'aide du gouvernement au maximum. Le seul désavantage de ça, c'est que ça va être à refaire à chaque année, à réévaluer, à repousser le plafond, puis on ne s'en sortira jamais. Donc, éventuellement, c'est sûr que ça prend une solution plus majeure, comme les deux que je vous ai présentées. Donc, ça conclut un petit peu ma présentation. Merci beaucoup, Samuel. Je vois une question sur ta gauche. Ouais, dans le cas de l'impôt négatif, est-ce que ce serait une mesure qui découragerait les employeurs à donner un salaire plus élevé à ses employés? C'est sûr. C'est un argument qui sort souvent dans les détracteurs de l'impôt négatif. Puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est que en ce moment, le gouvernement encourage les employeurs à payer leurs employés. On peut déduire les dépenses de salaire de son revenu. Il y a des crédits pour les stages, il y a des crédits pour la formation, il y a des crédits pour la recherche et développement qui vont compter les salaires qu'on paye en recherche et développement. Fait, c'est sûr que, à première vue, ça encouragerait les employeurs à s'asseoir sur leur laurier et à ne pas payer leurs employés. Mais en même temps, il y a certains moments où c'est bien pour les employeurs de verser des salaires, puis ils reçoivent eux aussi, là, dans le fond, de l'aide du gouvernement pour aider à payer des salaires à leurs employés. Comme on a vu d'ailleurs durant la pandémie avec la subvention salariale d'urgence canadienne, le gouvernement qui a donné de l'argent au gouvernement pour encourager à aller payer plus aux employés parce qu'on sait que vous n'êtes pas capable. Un petit peu ça. Oui. La question était comment est-ce qu'on arrive au point bleu de la courbe que Samuel va nous montrer ici. J'imagine que tu parlais de celui qui est à 105 %, qui est le plus impressionnant. Oui, c'est le même calcul. C'est que dans le fond, on prend, on augmente le revenu de la personne de 1 000 $, puis on compte l'impôt qu'il va devoir payer sur ce 1 000 $-là, qui vaut, par exemple, 330 $. Puis ensuite, on va déduire, OK, mais cette personne-là aurait eu droit à 500 $ de l'allocation pour frais de garde d'enfant. On va enlever ça. Le coût d'opportunité. Oui, exact. Sur la prochaine tranche de 1 000 $. Exactement. Ouais. Donc, c'est le coût d'opportunité sur la prochaine tranche de 1 000 $. Oui, Yann. On a une question par Zoom. OK. Est-ce qu'il y a une réelle conséquence à être dans la zone d'impôt à 100 %? Parce que dire « je ne le prendrai pas, ça sera tout pris en impôt », ça veut dire que tu n'as pas de conséquences. C'est juste neutre et en fait, c'est faux, comme vous avez dit. Ça permet de dire qu'on vaut plus à un autre emploi. En fait, oui, c'est à ce moment-là qu'on enlève les lunettes de fiscalistes qui regardent seulement l'impôt. Il faut regarder les faits réels. L'augmentation de salaire n'aura pas de conséquences, mais on va valoir plus en théorie parce que notre employeur nous paye plus. Mais c'est ça, c'est une conséquence plus grave quand on dépasse la ligne du 100 %, mais effectivement, être à 100 %, en réalité, n'aura pas énormément de conséquences. Mais c'est pas le fun de se dire que je me suis fait augmenter de salaire de 1 000 $ et de ne pas le recevoir. Est-ce qu'on aurait une autre question dans la salle?
Sinon, moi, j'en aurais une pour toi, Samuel. Dans le fond, pourquoi est-ce qu'il y a encore rien des 3 mesures que tu nous as présentées qui ont été mises en place? Ben, dans le fond, c'est beaucoup par rapport à la politique. C'est très, très, très politisé. Là, il y a le débat la droite contre la gauche. Fait que les gens qui sont très de droite ne veulent pas encourager les BS à ne pas travailler. Puis là, ça va sortir des arguments comme ça. Puis, d'un autre côté aussi, c'est un niveau économique. Ça coûte extrêmement cher parce qu'on pense qu'il y a au-dessus de 7 millions de gens qui habitent au Québec. Il y aurait peut-être 5 millions de gens qui seraient éligibles à recevoir un revenu minimum. Ça fait une dépense énorme. On calcule ça en centaines de milliards. Ça prendrait une grosse partie du PIB. Puis, il faudrait des taux d'impôt faramineux pour les augmenter. Il faudrait couper toutes les autres mesures d'aide pour implémenter seulement celle-là. Là, on perdrait, comme j'ai dit, les crédits pour handicapés, les crédits pour l'éducation, plein de choses comme ça. Donc, c'est viable en théorie, mais c'est excessivement dur à implémenter en réalité. C'est pour ça que ce n'est pas encore fait. Alexis, une question? Monsieur, on a déjà posé la question à Samuel par le passé, mais est-ce que tu serais encore bon à faire les infos de l'histoire? Je vais regarder. Une fois que j'ai fini ma maîtrise, que je vais avoir plus de temps libre. Une dernière question, s'il y en a une. Sinon, je vais vous inviter à remercier très chaleureusement Samuel. Merci beaucoup pour cette présentation. On va accueillir notre 3e présentatrice ce soir, qui est donc Marie-Ève Chartrand. Marie-Ève est diplômée de l'Université d'Ottawa en études des conflits et droits humains et en communication, était étudiante aussi à la maîtrise en marketing à l'UDS. T'aimes allier ta passion de lire, d'écrire et de beaucoup parler, apparemment, au sein du groupe de recherche en marketing sensoriel Mars. Une bonne main d'applaudissement pour Marie-Ève. Bonjour tout le monde, ça va bien? Vous savez, jusqu'à présent, une bière ou une demi d'alcool, ça fait toujours du bien, même un mercredi, je comprends. Ça sera moi plus tard après que j'ai fini ma présentation. Donc, comme vous l'avez vu dans l'intro, je m'appelle Marie-Ève. Oui, j'aime beaucoup parler, puis la maîtrise, ça me permet ça. C'est en fait la première fois que je parle de mon sujet de recherche ce soir, donc bear with me, c'est quand même excitant post-COVID, ça c'est certain. Donc, aujourd'hui, je vous présente quelques petits bouts de ma maîtrise, dans le fond, sur le bien-être du consommateur et la responsabilité sociale des entreprises. Je suis en train de faire mon mémoire en ce moment, donc c'est en processus. En ce moment, je suis à la période de la collecte de données, donc je vous montre des pistes de réflexion, puis des idées par la suite, puis j'ai hâte d'échanger avec vous, vous allez me donner des idées pour la suite aussi. Donc, on passe là. OK. Au Québec, les épiceries sont pareilles. Est-ce que vous ressentez ça des fois comme consommateur, comme consommatrice? Est-ce que peut-être que vous pensez que d'une épicerie à l'autre, l'offre de produits est toute pareille, c'est tout la même chose? Peut-être pour vous, aller faire l'épicerie, c'est juste un besoin fonctionnel, c'est in-out. Oui, non, mais pas sûr. Mais dans le monde du marketing, je vous confirme que ce n'est pas le cas. Pour moi, je vois vraiment beaucoup de choses différentes entre les épiceries. Notamment, ça peut être au niveau du positionnement, comment les épiceries, dans le fond, se présentent face à leurs compétiteurs ou pour nous, les consommateurs. Au niveau même de leur offre de produits, justement, d'une épicerie à l'autre, ça peut peut-être changer, etc. Là, j'ai dit plein de mots de marketing, ça ne me donne même pas de quoi je parle. On va tester ça un petit peu. Donc, ici, je vous mets 2 photos. Là, désolé, vous, je vous cache peut-être. Je vais mettre comme ça. Donc, à gauche, que vous avez vu la photo, à gauche et à droite, c'est 2 épiceries différentes. OK, vous voyez ça. Analysez ça avec votre cerveau marketing peut-être. Puis là, ensuite, 2 autres photos. Je me penche encore pour vous. À gauche et à droite, c'est encore 2 photos. Et toutes ces épiceries-là, dans le fond, les 4 que je vous ai montrées, offrent toutes des choses différentes. Moi, je m'intéresse surtout aux épiceries qui sont celles de droit. Ça, c'est des magasins d'alimentation santé. Pourquoi? Parce que c'est des épiceries qui offrent à la fois, justement, une épicerie, des fruits, des légumes, des produits laitiers, des canages, mais aussi des produits bien-être. Ça a été facile d'étudier tout l'ensemble des épiceries au Québec, mais moi, je voulais quelque chose de plus spécifique. Puis, c'est ça qu'on est beaucoup dans le bien-être, puis dans les épiceries santé au sein du Mars. Donc, je m'intéresse au bien-être du consommateur parce que ces épiceries-là, ici, ils intéressent. Donc, le bien-être, vous allez me dire, bien, Marie-Ève, moi,
moi, je pense que c'est ça le bien-être, toi, tu penses que c'est autre chose. Comment on peut faire pour avoir une définition claire? Mais je vous comprends parce que j'ai gratté longtemps pour trouver la définition, le type. Qu'est-ce qu'on voit dans les écrits, c'est que c'est très lié à la définition de la santé. Puis la définition de la santé la plus officielle, en guillemets, parce que ça aussi, c'est très, très large, c'est celle de l'OMS. Je vais la lire parce que je ne veux pas dire des mots quelconques. Donc, la santé, l'OMS établit que c'est un état de complet de bien-être physique, mental, social, qui ne consiste pas seulement à une absence de maladie puis d'infirmité. Donc là, je suis partie avec ça. Puis là, mes co-directeurs de recherche m'ont dit « OK, grave Mariam, grave Mariam. » OK, Mariam s'est mise à gratter. Et là, j'ai été lire dans le bien-être des employés, qui est une littérature en gestion, puis aussi le bien-être dans le counseling, juste pour voir un peu qu'est-ce qu'ils disent. Mais là, je trouvais rien sur le bien-être du consommateur. Donc, j'ai essayé d'allier un petit peu de bout de toutes ces définitions-là. J'en suis venue à ce que le bien-être du consommateur s'opère quand ce dernier ressent que l'entreprise s'intéresse à son état, ses besoins puis ses désirs. OK? Donc là, j'essayais de voir. On a un exemple avril. Parce que, oui, je ne vous ai même pas dit les bannières exactement, désolée. Donc, en esprit, on fait beaucoup référence, on connaît bien Avril, les supermarchés santé. Au Québec, on a aussi les marchés taux qui sont dans la grande région de Montréal, la boîte à grains en Outaouais, les paniers santé en Mauricie, puis les Rachel Berry. Tu sais que je vous nomme des bannières que si vous avez déménagé un petit peu ou vécu au Québec, vous les connaissez. Mais ces entreprises-là s'intéressent au bien-être du consommateur, justement. Et là, ça a été de voir, OK, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Puis qu'est-ce que je vais essayer d'aller étudier? J'ai continué à regarder. J'en suis venue à trouver les dimensions du bien-être. Donc là, j'ai ma petite personne, non binaire, ici. Puis, dans le fond, parce que je ne fais pas. Ouais, yeah, merci, on m'applaudit. Hein. Merci, c'est non binaire, si j'utilise le masculin, c'est juste pour faciliter l'interprétation, mais je représente tout le monde dans ma recherche. Donc, j'y reviens. Les dimensions du bien-être, c'est que je voulais voir les occurrences. Quand on dit qu'Avril, ils ont le bien-être de leur consommateur à cœur, mais ça veut dire quoi? Et là, ça a été, dans le fond, ma recherche, c'est de voir les occurrences. Quand je parle avec des consommateurs, quelle dimension ressort le plus? Et que j'en ai cite. On a la dimension du bien-être émotionnel, donc vraiment les émotions. À l'épicerie, vous allez au Costco le 24 décembre, je vous confirme que vous avez des émotions ressenties. Là, ça, c'est clair. Ou pendant le confinement, on allait à l'épicerie. Ça aussi, vous avez des émotions reliées à ça, c'est clair. C'est super anxiogène. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça l'était. Et ça, c'est l'émotionnel. On a ensuite la dimension du bien-être physique. Et ça va un peu de soi. C'est les habitudes de vie, le corps, la santé. Puis là, ensuite, on a l'environnemental. Donc ça, c'est pas l'écologie, la planète. C'est vraiment plus l'expérience autour d'eux. Là, ici, exemple, ce soir, on est dans un bar, ben pub, on est confortable. Mais si on faisait cette soirée-là, par exemple, dans un milieu plus cintré, ou strict, je devrais dire, notre bien-être serait peut-être différent si on prépare un environnement comme ce soir. On a ensuite la dimension du bien-être intellectuel. Ça, vous le pratiquez vraiment en ce moment parce que peut-être que vous n'êtes pas nécessairement en gestion, mais vous voulez en apprendre sur la business, sur des nouvelles affaires. Mais c'est ça qu'on essaie de voir. Ensuite, le bien-être social, c'est vraiment la connexion avec les gens. Ce soir, si on va réseauter ensemble, on va le pratiquer beaucoup. Puis ensuite, on a la dimension du bien-être spirituel. Et ça, c'est plus de religion, aussi croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. C'est pas tout le temps d'une personne à l'autre, ça veut dire plein de choses. Puis, le bien-être professionnel, ça, je vous confirme, vous comme moi, je fais de la recherche. Fait que mon bien-être d'une semaine à l'autre change selon comment ma recherche avance. Mais pour vous, c'est la même chose au travail ou même à l'école, c'est certain. Puis là, je vous ai parlé de plein d'affaires, je vous ai dit plein de dimensions. Et moi, c'est ça. J'essaie de voir qu'est-ce qui fait en sorte que pour le consommateur, il se sent bien, par exemple, chez Avril. Est-ce que c'est parce qu'il prend soin de son bien-être physique? Est-ce que c'est parce qu'il ressent de l'émotion positive? Est-ce que c'est l'environnement qui fait en sorte qu'il est bien? Ou même, est-ce qu'il peut apprendre? Qui sait, est-ce que vous voulez apprendre quand vous allez à l'épicerie? Est-ce que rencontrer une marque qui est là, qui vend ses produits, ah, c'est cool, je veux l'essayer? Ou là, il y a peut-être le social. Moi, j'aime ça parler, vous le savez, vous le voyez. Peut-être que pour vous, quand vous allez à l'épicerie, vous ne voulez pas parler à personne. Moi, ça ne me dérange pas, mais pour vous, c'est votre pire cauchemar. C'est ça que j'essaie de voir dans ma recherche. Comment ça se construit notre bien-être? Puis là, c'est quoi le bottom line? Là, ça, c'est un peu un terme, je ne suis pas ontarienne, peut-être que j'ai mis un franglais dans le titre, mais c'est de voir, OK, là, je me base sur des trucs, là, pour je vous dis pas tout ça, que ça ne vient pas tout de ma tête,
Mais quand on s'intéresse au bien-être, c'est lié beaucoup, on voit ça, c'est lié à la loyauté, à la satisfaction. C'est sûr que quand on est bien quelque part, ben, on est prompt à y retourner. Puis là, ça clôt un peu la section dimension bien-être. Est-ce qu'on a compris, pas pire, juste non? Oui, on va vous poser des questions après si vous n'avez pas compris, ça me fait plaisir. Donc là, j'aime ça me lancer des défis. C'est sûr que les dimensions du bien-être, c'est vraiment intéressant. Puis je fais du calier, c'est des entrevues, ça va ressortir. Mais là, j'ai dit, attends une minute, je veux voir s'il y a quelque chose d'autre qui se passe dans cette relation-là, dans l'offre de bien-être des entreprises. C'est la responsabilité sociale. Je voulais voir. La responsabilité sociale, c'est que les organisations s'engagent à respecter des obligations sociétales. Ça veut dire, la liste est ici, de prendre soin de la communauté, appuyer la diversité, que les produits soient sécuritaires. Ils s'intéressent à l'environnement, puis ils traitent bien leurs employés aussi. Et là, j'ai essayé de voir, est-ce que le bien-être du consommateur, on peut dire, exemple, April, s'intéresse au bien-être de leur consommateur? Est-ce que quand celui-ci, il ressent ça, ultimement, c'est ressenti, est-ce que le consommateur, la consommatrice, va sentir que, Avril, là, où la bannière d'alimentation santé prend aussi soin de la planète? Puis là, j'essaie de voir c'est quoi la relation qui existe. Est-ce que c'est 1 plus 1? Là, jusqu'à date, je vous fais un petit peu une primeur. Il y a des personnes que j'ai interviewées, ça a été des consommatrices jusqu'à présent, donc je vais utiliser le féminin. Les consommatrices jusqu'à présent m'ont dit, ça va de soi, Marielle. Prennent soin de moi, c'est sûr qu'ils prennent soin de la société et du monde. Très cool. Puis là, j'ai eu l'autre côté du spectrum. Non, ça ne fonctionne pas. C'est pas vrai que les entreprises veulent prendre soin de moi. C'est juste un mensonge. Et vous voyez que c'est vraiment mitigé jusqu'à là. Et je serais curieuse d'entendre vos réponses là-dessus après, viendrez vous voir. Donc, c'est ça que j'essaie d'étudier. D'un côté, vraiment, tout ce qui est dimension bien-être, comment ça se conceptualise, gros recherche, mais conceptualisation du bien-être avec les dimensions dans la tête du consommateur. Puis ensuite, comment ce bien-être-là, ça fait en sorte que ça affecte la perception de la responsabilité sociale. Si vous avez tout compris ça, vous avez compris mon mémoire. Puis là, on vient à la question de départ. Le bien-être du consommateur apporte-t-il que du bien? La phrase clé de la recherche, il y a des nuances. Voulant dire que, là, exemple, Avril, vu qu'il s'intéresse au bien-être du consommateur, donc là, il y a une espèce de plus. Là, il y en a des consommateurs qui s'attendent à ce qu'ils respectent, soient responsables socialement. Donc là, ça peut être un couteau à 2 tranchants, puis on le voit beaucoup dans les écrits, que si une compagnie s'intéresse à la société, puis au bien-être, bien, ça reste que là, les consommateurs, surtout notre génération, là, tu vois, on est tous millennials, génération Z ici, on s'attend vraiment à ce qu'ils fassent, que ce soit des actions concrètes. Donc, moi, ultimement, mes implications managériales que j'aimerais écrire dans mon mémoire, c'est il faut faire attention. Si on le fait, c'est à 100%, ça ne peut pas être à moitié, ça ne peut pas être seulement quand c'est dans un contexte, exemple, Black Lives Matter, que tout le monde le fait, bien là, oui, OK, nous, on s'intéresse, puis diversité, hashtag, non, ça ne fonctionne pas. Là. Il faut que ça soit constant, que ça soit stratégique aussi. Au niveau gestion, il faut que ça soit continu, que ça ne soit pas juste à des moments, puis des stunts de publicité. Donc, ça a conclu un peu qu'est-ce que j'avais à vous dire, puis je réponds à vos questions tout là. Pour ta super présentation, est-ce qu'il y aurait des questions de l'auditoire? Oui. Pour ta maîtrise, est-ce que tu as l'objectif d'un peu quantifier ces choses-là par rapport aux différents... Je fais du calibre, excuse-moi. La question, c'était juste, est-ce que pendant la maîtrise de Marielle, elle a l'intention de faire un peu plus de quantitatif, c'est ça? Je fais du quali parce que je trouvais que le bien-être est très difficilement quantifiable, justement, parce que ça dépend d'une personne à l'autre, d'une expérience à l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'être dans le quali. Mais je n'exclus pas un jour vouloir pousser ça plus loin et rendre ça vraiment quantifiable aussi. Donc, c'est peut-être une question de momentum, encore de mon mémoire à la maîtrise, ça va être du quali, mais je pousse ça plus loin, c'est un bon point. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. Dans tes travaux, Marielle, est-ce qu'il y a des entreprises qui se distinguent dans le sens qu'elles s'annoncent comme favorisant le bien-être de leurs clients et agissent en conséquence et les gens le reconnaissent? Je dirais que c'est vraiment... Je sais, c'est compliqué. Oui.
la question, c'était est-ce qu'il y a des entreprises qui se distinguent et qui sont à la fois à l'ère du bien-être du consommateur et également de leur responsabilité sociétale? C'est très mitigé parce que moi, j'étudie uniquement le domaine alimentaire au Québec. Donc là, les bannières que je vous ai dit, c'est sûr que c'est celles qui ont un tournant bien-être, que dans leur mission, ils ont le mot bien-être. C'est sûr que j'ai fait une recherche là-dessus. Donc, c'est techniquement, c'est ces bannières-là qui se distinguent. Mais versus d'autres, là, c'est sûr que j'aurais pu étudier, il y a toutes des épiceries de quartier, là, par exemple à Montréal, même à Sherbrooke, qui se distinguent. Là, dans le cadre de ma recherche, j'ai dû un peu plus être spécifique, donc c'est pour ça. Mais ça reste mitigé parce que moi, je pourrais dire, moi, cette compagnie-là, j'adore, ils font tout de bien, j'achète tout. Puis mes amis, moi, à côté, vont dire, mais as-tu vu? Non, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a quelque chose pour appuyer, backer, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils font? Or, ça, on ne le sait pas. Des fois, c'est une question de perception beaucoup aussi, mais c'est une bonne question aussi. Je pense qu'on avait une autre question aussi. Oui. La question, très bonne question, étant où est-ce que Marie-Ève va faire son épicerie et pourquoi? Oh mon Dieu, quelle question! Moi, je ne vais pas chez ces bannières-là. Premièrement, parce que j'ai pas mon bien-être à c'est pas ça, mais c'est vouloir dire, j'ai un partenaire, donc c'est sûr qu'on fait notre épicerie à deux, donc selon nos besoins, on va à différents endroits. Mais si vous voulez vraiment un descriptif, je vais au Costco pour certaines choses, je vais au Maxi pour d'autres pour le prix, j'aime beaucoup IGA puis Métro pour leur expérience. Donc, il y a beaucoup de consommateurs comme ça, donc c'est un peu un défi de ma recherche, c'est pas tout le monde qui va dans une épicerie santé. Aussi, il y a des gens autour de vous là, qui sont full avril ou d'autres bannières, ça me donne my way parce que j'ai besoin d'autres personnes. Mais c'est donc, ouais, c'est là que j'ai magasiné. Merci pour cette question, le fun. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions d'auditoire? Oui. Allô? Est-ce qu'on sait pourquoi tu t'es intéressé à ça? C'est quoi ton pourquoi tu veux faire la maîtrise là-dessus? La question étant pourquoi Marie-Ève s'est intéressée à ça, ça a été quoi son facteur wow pour décider ça allait être ça son sujet de maîtrise? OK, mais j'aime bien ça, je m'ouvre à vous ce soir. Mais dans le fond, vous l'avez peut-être entendu dans la description, moi j'ai fait un bac en études des conflits et droits humains. Donc là, oh, OK. J'ai passé 4 ans dans le plus négatif, on va dire, là, je ne veux pas voir les problèmes sociaux, environnementaux, comment ça affecte les populations. Donc là, je suis sortie de ça parce que je disais, OK, il faut vraiment que j'ai comme un peu de positif. Donc là, l'idée ensuite a été d'aller en plus en com, OK, réseaux sociaux, si le monde est beau, c'est le fun. Là, ça a été ensuite le marketing. Là, c'était de choisir mon sujet de recherche. Vous savez, j'aime beaucoup parler. Là, c'était comme, qu'est-ce que je vais décider? Puis là, ça a été, j'ai créé un podcast sur le marketing social. Puis c'est le podcast du Harvard Business Review, HBR. Puis ça a été, j'ai-tu le temps de vraiment expliquer? OK, parfait. Donc, c'était sur le marketing social. C'était une dame qui travaillait chez Johnson & Johnson. Puis elle, dans le fond, ils avaient fait un projet pilote en Inde qui, dans le fond, ils allaient donner du savon Johnson & Johnson dans des quartiers appauvris. Puis qu'il y avait beaucoup d'infections cutanées, des trucs qui, juste avec le lavage de main de base, pouvaient être évités, pouvaient être éradiés dans le fond. C'est un projet pilote de mettre ce savon-là dans ces quartiers-là. Puis là, je ne veux pas dire de fausses statistiques, mais c'est vraiment astronomique que, wow, du jour au lendemain, avec le savon, ils ont pu changer vraiment et puis rendre les vies meilleures. Puis j'écoutais ça, puis pendant mes marches COVID, là, puis ça a fait comme aïe, on peut faire du bien. Puis le marketing, c'est tellement démonisé, je trouve, là, c'est aïe. Eux autres, ils veulent juste nous vendre leur patente à gosse. Puis moi, je ne voulais pas ça avec le marketing, je n'étudiais pas ça pour faire ça. J'ai entendu ce podcast-là, j'ai été grattée, voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau social. C'est là que c'est venu la responsabilité sociale. De OK, il y a quelque chose que les entreprises peuvent faire. Là. Puis nous, comme consommateurs, on a un gros pouvoir aussi de demander ça aux entreprises. Puis après ça, c'est venu le bien-être, parce que ça aussi, je m'y intéressais. L'alimentaire, c'est venu aussi avec les intérêts de mes co-directeurs. Mais c'est un peu, l'histoire, c'est venu à la responsabilité sociale. Puis après ça, j'ai extrapolé ça avec le bien-être du consommateur. C'est ça la petite histoire de Marie-Ève. Très belle histoire. Merci. Est-ce qu'on aurait une dernière question d'auditoire? Parfait. Ben, je vais vous inviter à applaudir très chaleureusement Marie-Ève. Sans plus tarder, accueillir notre dernier présentateur, M. Claude-André Guillotte. Merci beaucoup. Qui est professeur en entrepreneuriat à l'école de gestion de l'UDES, qui détient une maîtrise en gestion et développement des coopératives et des collectivités,
ainsi qu'un DBA. J'ai appris aujourd'hui ce que c'était, un doctorat en administration, dans lequel il s'est intéressé au modèle coopératif. Il est également directeur de l'Institut de recherche et d'éducation pour les coopératives et mutuelles de l'Université de Sherbrooke. Bienvenue et une chaleureuse main d'applaudissements, s'il vous plaît. D'abord, ça risque d'être bien plate ce que je vais vous dire suite à ce qu'on vient d'entendre de la part de Marielle, de Samuel et d'Émilie. Mais d'applaudissements, vraiment, là, c'était exceptionnel. Alors, moi, on a 3 ados, puis on trouve ça formidable. J'enseigne à l'école de gestion, à la fois au baccalauréat et à la maîtrise. Je capote sur le futur qui se déroule devant nous, puis c'en est un autre bel exemple. Donc, bravo, là, vraiment, là, merci à Bistro Brain. C'est un peu sensible de me retrouver ici ce soir parce que salutations à Charles, salutations à Étienne, qui sont nos diplômés en entrepreneuriat, qui ont, je veux dire le mot, repris le BOC il y a de cela 2 ans. Et c'est quand même assez impressionnant. Ils ont pris possession du commerce, une date dont tout le monde se rappelle, le 13 mars 2020. Si vous permettez, là, ça prend du nerf. Donc, salutations, Charles, salutations, Étienne. La présentation était très, très biographique. Là. Pourquoi je vais vous parler des coops ce soir? Pour la raison suivante. Ce qui n'était pas dit dans la présentation, je viens d'un milieu entrepreneurial, notamment dans l'agroalimentaire. Donc, j'ai grandi dans la crème glacée et dans le café. On pourra en parler un peu plus tard. Et moi, je pensais, ma voie était tracée. Puis, ne sachant pas trop quoi faire après le collégial, j'ai choisi d'aller en droit. Et c'était carrément le moins pire là, des choix. Je ne savais pas quoi choisir comme diplôme. J'ai fait mon droit, j'ai pratiqué comme avocat, puis la pratique du droit corporatif pur. Alors, on créait des entreprises, on les fusionnait, la rédaction de contrats, et c'était une manière, je veux dire, de voir le monde. J'ai joint les entreprises familiales après coup. Et on apprend à se connaître dans la vie à mesure qu'on chemine, et c'est là que mes valeurs, mon background humaniste ne cadrait pas avec la manière de faire des affaires. Je voulais rendre mon monde heureux, mais il n'y a pas de cash flow qui rentre. Vous comprenez, là? Ça devient comme une impasse. Alors, j'ai choisi, par déception, de retourner aux études. Curieux de nature, et par un concours de circonstances, on m'a dit, tu devrais peut-être t'intéresser au modèle coopératif. La coopérative offre différentes façons de faire des affaires. Peut-être que tu vas y trouver ton compte. Alors, c'est dans ce contexte-là que j'ai choisi, je connaissais Desjardins. Et au même moment, puis je vais cheminer avec le projet de recherche que je viens de vous présenter ce soir, mais au même moment, notre plus vieux rentre à la maternelle, donc on est en 2006-2007. Puis, si vous vous rappelez dans le contexte de l'époque, les plus vieux parmi nous s'en rappelleront, ça a été ce qu'on a appelé la crise de la malbouffe. Donc, des entreprises faisaient du service traiteur dans les écoles primaires au Québec, mais évidemment, tentaient de maximiser leur rendement, donc vendaient des pogos et des frites. C'était le volume qui était, dans le fond, la marge que vous pouviez justifier. À l'époque, on demeurait sur la rive sud de Montréal, et avec une gang de parents, on s'est dit, pourquoi on ne fait pas nous-mêmes notre service traiteur? Alors, je fais un retour aux études sur le modèle coop. Je ne connais pas ça, les coops, mais il y a quelqu'un, un papa, super allumé, Serge Laflamme, je te salue. Serge a dit, on va faire une coop. L'objectif sera de servir des repas préparés sur place sur une base quotidienne. On embauche une cuisinière. Elle dit, moi, je veux travailler 3 heures tous les matins, ça me fait plaisir. Notre point mort, là, on calcule comme ça, là, pour couvrir nos coûts et le salaire, c'est 30 repas jour. On a eu un beau problème. On a atteint une moyenne de 95 repas jour en 2 mois. Alors, là, j'ai compris un petit peu le potentiel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a peut-être une manière de faire des affaires différemment. Et là, par un concours de circonstances, je vais accepter, je dis bien accepter, ça prenait quelqu'un pour présider le conseil d'administration de la coopérative. Donc, j'ai pris la présidence
C'est encore en fonction, ça s'appelle la coop du Tournevent, à l'école du Tournevent à Sainte-Julie. On s'est retrouvés des années, je ne devrais pas dire ça, hein, on ne savait pas quoi faire avec l'argent, tellement on en a fait. Aussi étrange que ça puisse paraître. Je ne parle pas de 250 000, mais vous finissez l'année et là, on est capable de s'asseoir avec la direction de l'école et dire à l'école, à la communauté, c'est quoi les projets? Ah bien là, on aimerait ça faire un spectacle. Est-ce que vous pensez qu'on a des enfants qui ont aussi... Et là, on s'est mis à redonner à la communauté. Là, j'ai dit, c'est certain que je veux travailler dans l'univers des coops dans le futur. Part de cette expérience-là, je commence la maîtrise et après coup, bon, j'ai pris la direction de l'Institut de recherche, fait le doctorat, comme c'était indiqué, puis je me suis intéressé beaucoup au modèle coopératif. Il y a de cela 3 ans, on a déposé une subvention de recherche, si vous connaissez un petit peu l'univers de la recherche universitaire. Et dans cet univers-là, on s'est intéressé à la conversion de PME en coopérative. Présentement, le Canada, le tissu économique canadien, il est composé de PME. Enlevez-vous ça dans la tête. Là, au Québec, il y a seulement 509 entreprises qui ont plus de 500 employés. Et j'inclus Hydro-Québec, la Société des alcools et la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, c'est une lubie, l'histoire de la job steady. Simon, je te vois, là, tu travailles vraiment dans Royal. Tu es un des rares. Hein? Entendons-nous, c'est l'exception. Le tissu économique, 99,8% des entreprises ont moins de 500 employés. Et c'est partout comme ça à travers le Canada. Alors, suivez-moi. On va parler de reprise coopérative. Alors, est-ce que vous avez déjà envisagé d'acquérir l'entreprise où vous travaillez? Est-ce que vous avez déjà envisagé d'éviter la fermeture d'un commerce que vous appréciez ou de reprendre une entreprise avec d'autres personnes? J'enseigne en entrepreneuriat, on cherche à réinventer la roue, ça n'arrivera pas, elle fonctionne bien, ou le bouton à 4 trous, ça n'arrivera pas non plus. On est à une époque charnière où il y a un changement intergénérationnel. Les boomers vont devoir tranquillement planifier leur retraite. Quand on parle de reprenariat coopératif, ça va être la reprise d'une entreprise en totalité ou en partie par une coop pour l'exploiter conformément aux règles d'action coopérative. Alors, c'est de prendre à la fois les actifs, la coquille juridique et les employés et de la transférer au sein d'une coopérative. Il y a différentes manières de l'opérer. On dit d'abord et avant tout que les coopératives sont centrées sur les personnes. Beaucoup de recherches, notamment en philosophie, ont établi, puis le modèle coopératif, là, ne pensez pas là, que ça existe depuis Desjardins. Là. On fait de la coopération depuis que le monde est le monde, notamment dans les secteurs typiques comme l'agriculture. C'est beaucoup plus facile de se regrouper pour mettre en marché du grain, une production de végétaux, que de le faire seul. Donc, le Canada a été développé en grande partie par le modèle coopératif dans l'agroalimentaire. Si on prend l'Allemagne, si on prend le Québec à cause de Desjardins, on a pensé que l'épargne collective pouvait être un moteur du développement. Le maire de la guerre en affaires, Étienne, c'est le cash. Donc, si on est capable collectivement de se créer un capital, bien, on va se doter d'organisations comme Desjardins, qui de 26,10 $ par un heureux soir de 1901 s'est transformé en 330 milliards d'actifs en 2021. C'est l'effet de groupe. En Allemagne, pensez à Raiffeisen, c'est un groupe immense qui s'étend partout dans les Balkans. C'est l'origine de Desjardins. Desjardins s'est influencé par ce modèle-là. Et il y a d'autres manières, notamment le concept de coop de travail, coop de producteurs. Ce sont des individus qui vont se regrouper pour justement opérer ensemble leur entreprise. La moitié du secteur ambulancier québécois, notamment, est constitué de coop de travail. Donc, les travailleurs sont collectivement propriétaires des ambulances, de la caserne. Puis, dans certains cas, on opère le 911, notamment en Outaouais. Tous les services préhospitaliers sont regroupés au sein de la coop des travailleurs ambulanciers. Donc, l'humain est au cœur du projet, comparativement à l'idée de maximisation de l'avoir des actionnaires.
Et parce qu'elles n'appartiennent pas à des actionnaires, bien, les avantages économiques et sociaux qui résultent de leur activité ont un effet que je qualifierais de développement durable, où on met l'humain, l'environnement et de saines pratiques de gouvernance pour un développement harmonieux. On parle de 4 modèles principalement de coopératives au Québec. Coopératives de producteurs, donc pensez par exemple à le secteur agricole, des producteurs se mettent ensemble, possèdent des usines de transformation pour justement amener le produit au marché. Coopérative de consommateurs en haut à gauche. À quoi on pense? Desjardins. Coop d'alentour. Parce que tout à l'heure, Marie-Ève, hein, s'il y a une bannière que moi j'aime, c'est la coop d'alentour. Big time. D'autres? Montenegro Coop, qui malheureusement est décédé de sa vie coopérative l'an dernier. Donc, Desjardins en est parce qu'on est consommateur. Si vous prenez la voiture, vous dépassez Lévis, vous arrivez à Montmagny, puis vous faites tout le tour de la péninsule gaspésienne, la majorité des entreprises avec des bannières IGA ou Métro et Provigo sont des coopératives. Elles ont la bannière Métro, mais elles appartiennent aux citoyens. Le gros IGA Coop à Sainte-Foy, chaque année, il vous donne une semaine d'épicerie en ristourne juste avant les fêtes. Évidemment, il faut utiliser les services. Vous ne pouvez pas juste dire « je suis membre, je reçois ». Et si vous faites vos achats sur une base régulière, eux ristournent de cette façon-là. Je vais faire une boutade dans le Costco, mais on va La coopérative de travail, on a donné des exemples. Donc, ce sont les travailleurs qui sont membres. Dans le domaine, actuellement, le domaine ambulancier, paramédic, c'est très fort. Il y a des microbrasseries qui poussent au Québec sous forme coopérative. Et on a eu des coopératives de travail dans le domaine de la construction. Donc, il y en a eu dans différents secteurs. Et la coopérative de solidarité, ce n'est pas compliqué, c'est quand on mélange 2 catégories de membres. On peut avoir les travailleurs avec des consommateurs. Donc, on peut jumeler les travailleurs et les consommateurs. Donc, la coopérative de solidarité, qu'on avait créée à l'école du Tournement, qui existe toujours, bien, les travailleurs siégeaient avec nous autres au conseil d'administration et les familles étaient les autres membres pour compléter. Donc, ça, là, c'est ce que je vais appeler le background theory. Le reprenariat coopératif au Québec, est-ce que c'est une lubie? Non. Depuis 1980, on a les statistiques, donc 125 entreprises privées reprises sous la forme de coopératives. Une dizaine d'organismes à but non lucratif qui ont décidé de passer à des services marchands se sont convertis en coop. Et moi, c'est la longue statistique qui m'intéresse. 96% d'entre elles sont encore en activité. L'idée de la pérennité dans une entreprise coopérative est perçue différemment où on veut rendre un service à nos membres et non pas maximiser l'avoir des actionnaires. Pour compléter notre projet de recherche, on est là dans ce qu'on va appeler la cartographie, répertorier ce qui s'est fait. Donc, vous avez les résultats que je viens de vous présenter, mais j'ai choisi de vous présenter 4-5 exemples pour vous dire comment ça se matérialise dans les dernières années. Vous avez sûrement entendu parler d'un journal, parce que vous êtes estrien, d'adoption ou de naissance, La Tribune. La Tribune a été convertie en coop avec Le Droit, avec Le Nouvelliste, Le Quotidien, La Voix de l'Est et bien sûr Le Soleil, j'en ai oublié un. Ils sont 6 journaux. Le modèle s'est fait bousculer. Le modèle du média imprimé traditionnel a connu des momentos depuis 15 ans à l'arrivée de l'Internet. 70% des revenus de publicité sur Internet vont à deux groupes, Facebook et Google. Donc, comment vous faites pour attirer des publicitaires? Ça a été très, très difficile. Et on a privatisé, donc c'était le groupe Jessica, la famille Desmarais. On a transféré ça à un groupe qui n'a pas été capable de le rentabiliser. Pour la survie des médias régionaux, on a converti les 6 journaux en coopératives. Les travailleurs en sont membres et on en a fait un groupe. C'est un cas qui n'est pas unique, il existe des précédents. Les résultats de l'année 1, parce que comme nos amis Charles et Étienne, ça s'est fait au mois de mars 2020. Alors, c'est une période risquée, mais ils ont une année de fête, les résultats sont bons.
Quand je dis les résultats sont bons, on a réussi à garder la très grande majorité de nos travailleurs et la rentabilité, ça tient le coup. La communauté s'est investie. Il y a des gens qui ont acheté ce qu'on appelle des parts privilégiées dans les coopératives pour soutenir. Donc, l'exemple, là, il se déroule sous nos yeux. C'est faisable. Puis on ne parle pas, là, j'insiste, d'entreprises de 2-3 travailleurs, mais on parle d'un groupe, il y avait 350 employés lorsqu'on a créé la CN2I. Centrale Café, ça vous dit quelque chose de Rimouski? Ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, Centrale Café? Et c'est bon depuis presque 30 ans. C'est une famille hein, qui a ouvert un restaurant, un couple, qui l'ont opéré avec tout l'amour du monde. Mais là arrive l'âge de la retraite, puis une retraite, ça se planifie. Mais ça a été transféré aux employés. Donc, vous avez une trentaine d'employés membres de la coopérative, une cinquantaine d'employés au total. La pérennité est assurée. Tout ça, c'est fait, évidemment, là, on pense à la COVID, mais c'est encore en opération. Donc, un autre exemple, comment on peut reprendre un commerce de proximité. Buckland, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Buckland? On est à 70 km au sud de Lévis. Là, c'est l'exemple typique dans un milieu qui est en voie de dévitalisation. Les jeunes partent, il y a moins de jobs, puis moins il y a de jobs, moins il y a de jeunes, moins il y a de familles, et ainsi de suite. Donc, c'est un cercle vicieux. Marie-Ève vient de Saint-Étisidore, tout près de Van Cleef-Hill, dans l'Est ontarien. C'est un risque. C'est un risque. Et des municipalités comme ça, là, il y en a 1000 au Québec. Comment on fait pour les garder en vie? Les citoyens ont décidé de se regrouper, puis c'est une belle histoire. Puis je ne vous dis pas que c'est facile. Là. Demandez à n'importe quel entrepreneur, là, ce n'est pas simple que de se lancer en affaires, puis de s'assurer que les revenus excèdent les dépenses. Ce n'est pas facile. Mais les citoyens se sont regroupés pour sauver l'épicerie qui est en train de fermer. C'est un endroit où il y a beaucoup de villégiatures, donc de touristes, de gens qui passent. Et la boucherie, les fameuses saucisses de Buckland, on a réussi à les valoriser et à en faire un produit fort. Les gens font un détour. Donc, ils sortent de l'autoroute ou ils sortent de la route principale pour aller les acheter. C'est propriété de la communauté. Et ça, depuis une dizaine d'années. Mai 2021. Donc, à Chicoutimi, les libraires à la tête de l'entreprise veulent aussi prendre leur retraite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a converti le commerce. C'est pas simple. Un inventaire de 35 000 bouquins. Notre plus gros concurrent, là, ne pensez pas que c'est Renaud-Bré. Là. Renaud-Bré, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est Amazon. Et Amazon ne vous fera pas de cadeau. Comment fait-on pour assurer un service de librairie locale alors que l'imprimé tend tranquillement à disparaître? Donc, c'est un autre exemple où on a des citoyens et des travailleurs, sous forme de coop de solidarité, qui ont repris la librairie. Et là, ce dernier exemple-là, je le garde pour la fin. Si certains d'entre vous sont sensibles à l'agriculture, au Canada, on a instauré, avec les meilleures intentions du monde, un système de quotas il y a une quarantaine d'années. Les terres ne sont à peu près plus achetables. On fait quoi? Là? On va spéculer sur la terre, mais est-ce qu'on a besoin de la terre pour manger? Et ce sont celles et ceux aux poches les plus profondes qui vont remporter le magot. La question mérite d'être posée. On ne réglera pas le sort de l'agriculture canadienne ce soir. Mais le modèle coopératif, donc la coopérative ferme terre partagée, on a mis des terres en commun, varier ensemble notre production pour être en mesure de créer des espaces marchands, ou si vous préférez, là, des marchés publics et des paniers bio. Et on est en mesure, là, donc, dans la francophonie néo-brunswickoise, de créer une certaine masse critique, maintenir l'activité économique en région par le partage de ressources importantes comme celle des terres. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous convaincre de la pertinence ou du potentiel du modèle coopératif. Merci de votre attention.
ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne vraiment foi en l'humanité de voir des présentations comme ça parce que je trouve que ces modèles coopératifs, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Est-ce qu'il y aurait des questions dans l'auditoire? Oui, je vois plusieurs mains qui se lèvent. Allons-y. Oui, merci beaucoup de la présentation, c'est super intéressant. Tu as parlé beaucoup de l'impact des PME, mais ce que j'ai retenu, c'est que pour le justifier, cet impact-là, tu te dis que 98,8% des entreprises sont des PME. Mon premier réflexe, c'est de me dire, il y en a peut-être beaucoup, mais ils n'ont pas beaucoup d'employés. Est-ce qu'ils génèrent beaucoup de revenus? Est-ce qu'ils créent beaucoup d'emplois? Si on regarde les autres variables, est-ce qu'il y a toujours un gros impact sur les PME? Donc la question étant, comme il y a 98,8% de PME, est-ce qu'ils ont vraiment un impact considérable au niveau des employés et finalement des revenus qu'ils génèrent par rapport au reste des entreprises qui ont peut-être plus d'employés, plus de revenus? En termes, par exemple, de PIB, je n'ai pas la réponse. Mais en termes d'emploi, en termes de nombre d'emplois, la très, très grande majorité, 54% des emplois au Canada se retrouvent dans des entreprises de moins de 5 employés. Et c'est 87% des emplois au Canada qui sont dans des entreprises de moins de 20 employés. Alors, le justificatif du projet de recherche, je vais faire un petit bout de chemin là-dessus, était celui-ci. On pense généralement au transfert d'entreprise de 3 manières. La famille, un management buyout, où vous avez des cadres qui rachètent l'entreprise, des cadres à l'interne, des gestionnaire, ou on vend un tiers. Si vous avez lu le journal Le Devoir hier, il y a une étude qui est sortie, c'était la BDC, si ma mémoire est bonne. On estime à 20 000 PME québécoises, donc le nombre de PME qui vont devoir changer de main en 3 ans. Je vous pose la question, est-ce qu'on va être en mesure de trouver assez de familles ou assez de cadres ou assez de tiers acheteurs? Alors, on propose une 4e voie, qui serait celle de la reprise par les travailleurs ou par la communauté. Oui, tu vois, merci. Je pense qu'on avait une autre question dans le fond. Super intéressant. Merci. J'ai envie de parler d'organismes sans but lucratif. Je ne sais même pas si c'est pertinent. Bien sûr, bien sûr. J'ai fait affaire avec quelques OSBL. J'ai un lien avec eux. Puis, de ce temps-ci, c'est très difficile pour les OSBL, pour toutes sortes de raisons. J'ai aussi une amie qui est directrice du ROC. Donc, je suis un peu sensible à ça. Je me demande s'il y aurait une pertinence, une façon de transférer les OSBL en coopérative. Est-ce que ça s'est déjà fait? Est-ce qu'il y a une idée derrière ça? Pour renforcer, parce que ça a une mission communautaire, ça a une mission vers la collectivité, une OSBL. C'est super important. On ne peut pas tout privatiser. Donc, voilà ma question. Excellente question. Je ne veux pas... La différence fondamentale entre une organisation à but non lucratif et une coopérative, elle se situe à 2 endroits. Le premier, ça prend une activité économique, marchande. Alors, l'organisation à but non lucratif, il y en a qui ont des activités commerciales. Les coopératives doivent en avoir. Donc, d'un côté, c'est la règle, de l'autre côté, c'est une possibilité, mais qui tient plus de l'exception. Le deuxième élément, la coopérative, elle a une relation économique avec ses membres. L'organisation à but non lucratif n'a pas de relation économique avec ses membres. Si je suis membre, par exemple, de la coop de l'UDS, je fais partie du conseil d'administration, j'achète des bouquins, j'achète de la bouffe, puis d'autres services connexes. J'ai une relation économique. Par contre, je suis membre d'Oxfam Québec, je fais des dons. Vous suivez, là, la relation, elle est distincte. Est-ce qu'il y a lieu, puis c'est difficile, là, le milieu communautaire, là, et là, loin de moi l'idée de, je vais dire, dénigrer, là. On a besoin des OBNL, c'est incroyable, les services qui sont rendus. Claude Bélan, l'ancien président du Mouvement des Jardins, disait souvent « Enlever le bénévolat, le Québec fait faillite ».
On s'entend là-dessus. C'est clair et net. Et beaucoup de coopératives vivent du bénévolat. Buckland, là, celle que je vous ai présentée, on estimait en 2019 à 80 heures semaine de bénévolat fait par des citoyens. Donc, mettez ça à 15$ de l'heure, l'entreprise ne faisait pas ses frais. Donc, on en a besoin. Est-ce qu'il y a lieu de convertir l'OBNL en coopérative? J'ai des doutes. L'OBNL a une mission, il ne faut pas la pervertir. Parce que si on est à la fois une organisation qui veut aider à un groupe de démunis, la portion commerciale doit nourrir celle-ci. Trouver un équilibre, c'est pas simple. C'est pas simple. Alors, dans certains cas, on peut y arriver. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il y a un équilibre parce que la mission première de l'organisation à but non lucratif, c'est justement de rendre des services aux gens envers lesquels elle s'est engagée. J'avais une idée derrière la tête. Les OSBL, c'est subventionné par. Ultimement, il y a un lien économique entre ces bénéficiaires et l'OSBL, mais il est extrêmement indirect. Ça crée plein de problèmes. Là, c'est là que je me dis, en rapprochant de ces bénéficiaires le lien économique, est-ce que ça aiderait pas? La question étant, est-ce qu'en rapprochant, en enlevant en fait, l'intermédiaire gouvernemental entre les OSBL et les personnes que l'OSBL va desservir, est-ce que ça ne permettrait pas d'améliorer dans le fond le service offert par l'OSBL? C'est ça. La question est excellente et je vais répondre comme un bon avocat, ça dépend. Mais on a besoin à la fois de l'organisation, du gouvernement, comment prendre nos distances. Le gouvernement se maintient à flot dans ses services aux citoyens grâce aux OBNL, entendons-nous. Alors, c'est de trouver probablement dans les questions de la gouvernance une distance raisonnable qui va faire en sorte qu'on peut les autonomiser. Puis, et là, entendons-nous, sur le plan, Samuel, ça va t'intéresser, mais sur le plan, par exemple, de la fiscalité, une OBNL qui va générer trop de revenus autonomes va voir ses subventions coupées. Alors, c'est parler des deux côtés de la bouche sur le plan gouvernemental et de la réglementation. Personnellement, là c'est l'avocat, droit des affaires. Moi, j'en ferais 2 OBNL. Une fille derrière l'autre pour ne pas hypothéquer nos revenus de l'État. C'est triste, mais. Vous connaissez la corderie? Oui. Oui. C'est intéressant. En effet, en effet. Alors, les juristes ont fait de l'argent en étant créateurs. Donc, comme disent les Chinois, be my guest. J'aime beaucoup ça. Il faut toujours avoir un avocat dans son entourage, ça aide énormément. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions de notre auditoire? Oui. Regardant les exemples de coopératives, nous allons montrer vraiment que c'est un plan d'effectif pour l'imaginer. Donc, la cohésion sociale est plus importante que personne ne propose. Est-ce qu'on voit la formation des coopératives qui soit plus importante ou la cohésion sociale est plus significative vers les grosses métropoles ou l'individualisme est plus significatif? La question c'était, est-ce qu'il y a plus de formation de coopératives dans les petites villes, puisque c'est pas mal les exemples qui ont été donnés dans la présentation, ou est-ce que cette formation de coopérative a aussi lieu dans les villes plus grosses, puisqu'entre ces deux types de villes-là, il y a une différence de cohésion sociale, où il y a vraiment plus de cohésion dans les petites villes que dans les grosses villes? Il faudrait définir cohésion sociale. Cela dit, beaucoup de penseurs coopératifs du 19e siècle privilégiaient une certaine homogénéité parmi les sociétariens. L'homogénéité au sein du membership facilite peut-être les choses. Dans une coopérative agricole, vous avez tous des producteurs agricoles. Dans une coop de travail, les paramédics sont tous des paramédics. Vous me suivez? Est-ce que ça vient renforcer la cohésion sociale?
l'hypothèse doit être validée. Mais oui, il n'y a aucun doute que sur le plan de la vitalité des petites communautés, la coopérative est un outil pour renforcer. D'ailleurs, l'Union des municipalités du Québec est allée de l'avant avec des programmes pour favoriser la mise sur pied de coopératives dans les petites communautés. Donc, on y voit là. En ville, est-ce que individualisme versus cohésion sociale, je n'irai pas là, mais c'est beaucoup plus difficile. Il y a une densité de population. Décider de créer une épicerie communautaire coop, alors qu'à tous les coins de rue, vous avez un dépanneur, puis qu'au 4e coin de rue, vous avez un supermarché, le besoin n'est pas le même. Alors que celui à Buckland, il faut manger. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis, je pourrais vous donner des références, mais le code de Buckland, enlevez-vous l'idée du conte de fées. Enlevez-vous ça de la tête. Il n'y a pas de conte de fées. Là. Les citoyens continuent de se regrouper de temps à autre, puis go, on monte à Lévis, puis on s'en va au Costco. On est membre, mais... Hein? Vous suivez? Donc, oui, ça facilite la cohésion sociale dans les petits milieux. En ville, le besoin est moins là. Ça serait ma réponse. Je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait une autre question? Oui. La question était que il y a 3 moyens principaux pour les propriétaires d'entreprise de faire une passation en mode et un qui s'est rajouté qui est de passer en coopérative. Qu'est-ce qui fait que ces coopératives vont réussir? Dans le fond, c'est quoi les facteurs du succès d'une coopérative? D'abord, il y a une méconnaissance de cette opportunité-là. Traditionnellement, un propriétaire de PME, son conseiller de confiance, le trusted advisor, c'est le comptable. Le comptable n'y pense pas. De dire, as-tu pensé pour la pérennité de l'entreprise, on pourrait s'organiser à préparer une transition ou un transfert, on pourrait convertir l'entreprise. Donc, graduellement, tu vendrais tes actions dans l'entreprise en échange d'actions achetées par la coop. Une planification. Ça ne fait pas partie là, des livres de recettes de nos étudiants en comptabilité, encore moins des associés chez Raymond Chabot. À Saint-Jean-Port-Joli, il y a une entreprise qui s'appelle Promo Plastique. Et Promo Plastique, c'était une division d'imprimerie qui font notamment le petit bonhomme pour le Carnaval de Québec, qui est votre passe, puis celui du Festival d'été de Québec. Mais je pense que le Festival d'été de Québec, maintenant, c'est fait ailleurs. Mais Promo Plastique là, était comme la petite sœur d'une entreprise de construction assez importante, faisait des portes d'armoires de cuisine. Il a fallu que le conseiller local en développement dise, bien, cette division-là, pourquoi est-ce qu'on ne la vendrait pas aux employés et qu'on en ferait une coop? Ça fait 30 ans, la coop est là, puis ça va bien. Alors, il y a eu quelqu'un qui est venu. Donc, un des facteurs là, pour amener ça là, c'est justement cette connaissance par un acteur du milieu qui va dire on pourrait la convertir en coopérative. Ensuite, les facteurs de succès. C'est tout un changement de culture. Soudainement, là, vous dites à vos employés, là, bien là, vous allez avoir le chapeau de patron demain matin. Alors que ça fait 25 ans qu'ils travaillent pour une entreprise qui, on l'espère, va bien. Donc, il y a tout un changement de culture à l'interne. Simon, tous tes cours en gestion, c'est là qui deviennent importants. Parce qu'on n'a pas cette habitude-là, cette culture-là. Et là, il y a des freins. Là. Donc, la culture, est-ce qu'on a favorisé ça? Puis beaucoup d'études en France le démontrent. Quand ça a été planifié sur un horizon là, de 5 ans, je veux convertir un des employés, le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise montre les chiffres, voici nos résultats cette année, on pourrait faire mieux, amorce la réflexion, là, tranquillement sème la graine, on peut y arriver. Mais du jour au lendemain, je vends mes employés puis je m'en vais, échec presque assuré. Ça se prépare. Et l'autre élément qui est un frein, c'est justement là, cette culture-là de la part des propriétaires. Ouvrez mes livres. Ouvrez mes livres, dire à mes employés que ça fait plusieurs années que je dégage un excédent de
puis je leur négocie des salaires. D'emblée, là, il y a un frein. Et je vais terminer en disant que on constate, puis on va sortir certains rapports là-dessus, là, mais il y a un constat assez clair, c'est que dans les petites communautés, il n'y a pas seulement le facteur du prix de vente qui compte. Ça fait 60 ans que la PME est établie dans une municipalité de 1000 habitants, puis du jour au lendemain, vous allez la vendre à un tiers, vous en allez la fermer pour vendre seulement les actifs. Il y a d'autres, vous allez contribuer à bâtir cette communauté-là, choisir unilatéralement de dire, moi, je la ferme. Donc, les entreprises qui ont une vision, qui sont capables de se dire, on va être là pour un autre 5 ans, 10 ans, il n'y a pas seulement que le bottom line qui compte, il y a aussi l'impact qu'on peut avoir dans la région. Parce que la fin de semaine, vous allez à la pharmacie, vous croisez des employés. Votre enfant est dans la même équipe de baseball que les enfants des employés. C'est assez difficile de sauver en courant. De dire, moi, je ferme la shop, that's all. Donc, on va se mettre en mode recherche. Je pense qu'il va falloir qu'on termine là, malheureusement. Merci beaucoup pour cette présentation. Une note d'un applaudissement encore pour nos auditeurs, encore une fois, pour avoir été là aujourd'hui. Je vais vous rappeler les prochains événements de Bistro Brain. Donc, la semaine prochaine, à Montréal, on a notre 5 à 7 Bistro Brain, la fibre, donc pour la parution du numéro de la fibre de Science 5 et un journal de vulgarisation scientifique, je m'excuse. Et on a également le 8 décembre prochain, ici même, Quoi de neuf docteur, qui va être notre prochain 5 à 7. Ce vendredi, si le cœur vous entend, vous pouvez écouter le prochain épisode de notre podcast La tête à Papineau, où on va parler d'un site de fouilles archéologiques ainsi que d'un modèle d'étude du cancer colorectal. Et finalement, le 24 novembre, il y aura une formation en ligne gratuite, donc vous pouvez tous y accéder, sur comment est-ce qu'on va visuellement réussir à faire passer nos messages en recherche avec le grand public. Donc si vous êtes intéressés, surtout, n'hésitez pas. Et pour terminer, je pense qu'aujourd'hui est une journée particulière pour Bistro Brain, puisqu'on a l'anniversaire d'une de nos membres, qui est Marjorie, qui est tout au fond là-bas, près de la porte, avec son appareil photo. J'espère que vous vous joignez tous à nous pour lui souhaiter une très très belle fête. Et je vais commencer la chanson. En français, parce que je sais pas, en français de France, parce que je sais pas trop c'est quoi vous chantez, mais joyeux anniversaire, Marjorie, joyeux anniversaire, Marjorie, Marjorie, joyeux anniversaire. Merci une dernière fois pour être présent ce soir et j'espère que vous avez apprécié les présentations tout autant. Thank you.